Dans un parc de Washington, une fillette de 2 ans a disparu sans laisser de traces. Sa mère s'était éloignée brièvement pour aller chercher un sac à langer propre dans sa voiture lorsqu'une femme sympathique s'était proposée pour surveiller l'enfant. Mais à son retour, quelques minutes plus tard, la femme et sa fille avaient disparu. Les premières investigations de la police n'avaient donné aucun résultat. Mais 48 heures plus tard, un agent d'entretien du parc fit une découverte choquante dans les toilettes publiques toutes proches. Des preuves qui laissèrent craindre le pire à tous les intervenants. Rachel Bennett était assise sans bouger sur une chaise en plastique, dure dans la salle d'attente du commissariat de Sequin, les yeux fixés sur les carreaux éraflés du sol. Les néons bourdonnaient au-dessus d'elle, projetant une lumière crue qui accentuait les cernes foncées sous ses yeux. Elle n'avait dormi que quelques heures depuis les 48 dernières, depuis la disparition de sa fille de 2 ans et demi, Hailey, au parc d'Everpine. Ses mains tremblaient en tenant une photo légèrement usée de Haley. La photo avait été prise plus tôt dans la journée, sur l'aire de jeu du parc. Haley y souriait à pleines dents, les yeux plissés de rire. Elle portait son t-shirt rouge préféré, orné d'Elmo, le même qu'elle portait au moment de sa disparition. Rachel jeta un coup d'œil à l'horloge murale. 14h37. Elle venait de terminer son deuxième interrogatoire avec le détective Hart, un homme méthodique, impassible, dont les yeux bienveillants trahissaient la rigueur professionnelle. Pendant 2 heures, ils avaient encore une fois décortiqué chaque minute atroce de cet après-midi au parc d'Everpine. « Madame Bennett !» appela l'agent d'accueil, la faisant sursauter. Le détective Hart dit qu'il faudra encore une vingtaine de minutes avant que l'équipe médico-légale ne donne ses résultats. Rachel hocha la tête, la gorge trop serrée pour parler. Elle baissa de nouveau les yeux vers le sol, rejouant les événements pour la millième fois dans sa tête. C'était un jeudi après-midi parfaitement ordinaire. Elle avait emmené Haley au parc d'Everpine après l'avoir récupérée à la garderie. Le temps printanier était doux et Hailey était ravie à l'idée d'aller sur les balançoires, ses préférés. Rachel se souvenait encore de ses cris de joie lorsqu'elle s'était approchée de l'aire de jeu, la petite main de Haley tirant avec insistance sur la sienne. Tout avait basculé en un instant. Haley avait eu une soudaine diarrhée, souillant sa couche culotte. Rachel se rendit compte qu'elle avait laissé le sac à langer dans sa voiture, garée à environ 60 mètres. Elle essaya de convaincre Haley de venir avec elle, mais la fillette resta fermement accrochée à sa balançoire, la lèvre inférieure avancée dans une moue entêtée, commençant à faire une de ses fameuses crises. « Non, veux encore balançoire !» avait protesté Haley, le visage froncé de détermination. C'est alors que la femme assise sur un banc du parc avait pris la parole. « Je peux la surveiller 1 minute si vous avez besoin d'aller chercher quelque chose », avait-elle proposé avec un sourire chaleureux. « Je m'appelle Melissa. Je suis institutrice en maternelle. Mon fils est là-bas sur les barres. » Rachel avait hésité, regardant tour à tour la femme sympathique et sa fille en pleurs. Cela ne prendrait que 5 minutes, tout au plus. « Vous êtes sûr que ça ne vous dérange pas ?» avait-elle demandé. « Pas du tout », avait répondu Melissa, s'asseyant déjà à côté de Hailey sur l'autre balançoire. « Nous, les institutrices, on a l'habitude des urgences de couche. Prenez votre temps. » 5 minutes. C'est tout ce qu'il avait fallu pour que son monde s'effondre. Quand Rachel était revenue avec le sac à langer, Hailey et la femme avaient disparu. Elle avait immédiatement scruté l'aire de jeu, son rythme cardiaque s'accélérant à chaque seconde. Elle avait appelé le nom d'Haley, attirant d'abord des regards curieux, puis inquiets des autres parents. Peut-être était-elle partie aux toilettes. Rachel avait couru vers les sanitaires du parc, poussant la porte lourde des femmes, avec une angoisse croissante. Les toilettes étaient vides, chaque porte de cabine entrebâillée. Aucun signe de Haley ni de Melissa. Elle avait vérifié les toilettes pour hommes aussi, appelant Haley de plus en plus désespérément. Rien. C'est alors qu'elle avait appelé le 911, la voix brisée, signalant la disparition de son enfant. La sécurité du parc avait été alertée immédiatement, et en moins de 20 minutes, des policiers avaient envahi le parc d'Everpine, interrogeant les témoins et formant des groupes de recherche. Ils avaient contacté David immédiatement, son ex-mari depuis 6 mois. Malgré leur divorce houleux, il avait le droit de savoir que sa fille était portée disparue. Sa réaction avait été exactement celle qu'elle attendait, une colère explosive dirigée principalement contre elle. « Tu as laissé un inconnu surveiller notre fille ?» avait-il hurlé au téléphone. « Mais qu'est-ce qui cloche chez toi, Rachel? Tu ne peux pas juste être une bonne mère ?»
La police avait fouillé la maison de David ce soir-là, conformément à la procédure. Rien de suspect n'y avait été trouvé, et David avait fourni un alibi solide pour cet après-midi-là. Le bruit de la porte d'entrée du commissariat tira Rachel de ses sombres pensées. Elle leva les yeux et vit David Langford entrer, le visage déjà rougi par la colère familière. Lui qui était d'habitude soigné avait l'air négligé, sa chemise froissée et ses cheveux en bataille, comme s'il s'était passé les mains dedans à plusieurs reprises. Le détective Hart l'avait également convoqué pour attendre la mise à jour de la vidéosurveillance et revoir une nouvelle fois sa déposition. Lorsque David posa les yeux sur Rachel, son expression se durcit encore. « C'est de ta faute !» cracha-t-il sans même la saluer. « Si quelque chose arrive à ma fille à cause de ta négligence, je te jure, Rachel, tu ne la reverras jamais. Pas si je peux l'empêcher. » Rachel sentit une bouffée de colère percer son chagrin. « Ne me menace pas, David. Pas maintenant. » « Menacer, je dis les faits. Tu as laissé notre fille avec une parfaite inconnue. » « J'étais parti 5 minutes chercher son sac à langer, » répliqua Rachel, la voix montant. « Et toi, t'étais où ?»« Ah oui, trop occupé avec ta réunion importante pour t'occuper d'aller, comme tu étais censé le faire avant d'annuler à la dernière minute. Ne retourne pas ça contre moi. Et en parlant de diarrhée, c'est sûrement la bouffe de cette garderie bon marché que tu lui donnes. Ce n'était pas la nourriture de la garderie, c'était cette compote que tu as envoyée hier matin, » rétorqua Rachel. « Elle allait très bien jusqu'à ce qu'elle mange ça l'après-midi. » Le visage de David vira au rouge vif. « C'est ridicule. Je lui ai acheté son goûter préféré. Il n'y avait rien de mauvais dedans. » Il fit un pas vers Rachel, les poings serrés. L'agent Diaz, posté à l'accueil, s'interposa rapidement d'entre eux. « Ça suffit !» La voix autoritaire du détective Hart coupa net la tension alors qu'il sortait de son bureau. « Vous devez tous les deux vous calmer. Ce n'est pas comme ça qu'on retrouvera Hallie. » David inspira profondément, essayant visiblement de se ressaisir. « Très bien. Quelles sont les nouvelles? Vous avez trouvé quelque chose sur les caméras de surveillance ?»« Nous attendons encore certains résultats, » répondit Hart. « Monsieur Langford, j'aimerais revoir quelques détails avec vous en attendant. »« Faites vite, » dit David en consultant sa montre. « J'ai une réunion dans 1 heure à ne pas manquer. » Rachel le regarda stupéfaite. Leur fille avait disparu et lui pensait à sa réunion. Avant que le détective Hart ne puisse répondre, le téléphone du bureau sonna. L'agent Diaz décrocha, son expression changeant rapidement au fil de la conversation. Quelles que soient les nouvelles qu'il recevait, elles n'étaient pas bonnes. L'agent mit rapidement l'appelant en attente et s'approcha du détective Hart, lui parlant à voix basse. Rachel se leva, le cœur battant à tout rompre contre sa poitrine. Il s'était passé quelque chose. Le visage du détective Hart se durcit en écoutant. Il hocha une fois la tête, puis se tourna vers Rachel et David. « Nous venons de recevoir un appel d'un agent d'entretien du parc Everpin, » annonça-t-il d'une voix calme et maîtrisée. « Il a trouvé quelque chose dans les toilettes pour femmes dont vous devez être informés. » Les jambes de Rachel faillirent de se dérober sous elle. « Est-ce que c'est... » Elle ne put finir sa question. « Non, pas Hallie. » Le détective Hart précisa rapidement. « Ce n'est pas Hallie, mais le concierge a trouvé un t-shirt de petite taille et une couche souillée dans une cabine verrouillée des toilettes pour femmes. Le t-shirt correspond à la description de celui que portait Haley au moment de sa disparition. Un t-shirt rouge avec Elmo, taille 2T. Haley le portait depuis 2 jours de suite parce qu'elle refusait de l'enlever. « Il faut que j'y aille, » dit Rachel en saisissant déjà son sac. « Je dois le voir. »« Nous allons y aller, » répondit le détective Hart. « Vous pouvez venir avec nous, mais je dois vous préparer à ce que vous allez voir. »« J'ai reçu des photos de l'équipe sur place au parc, » annonça-t-il en brandissant son téléphone. « Madame Bennett, voulez-vous vérifier si ces objets appartiennent à Hallie ?» Rachel hocha la tête, vacillante, et se leva avec difficulté. Le détective Hart lui montra l'écran. L'image montrait un petit t-shirt rouge avec le visage d'Elmo bien visible sur le devant, posé à côté d'une couche souillée. Les 2 objets étaient posés sur le sol carrelé d'un lieu qui ressemblait clairement à des toilettes publiques. « C'est son t-shirt, » confirma Rachel, la voix à peine audible. « Elle le portait hier. Elle adore Elmo. » Un sanglot lui monta à la gorge. « Il faut que j'y aille. Je dois le voir de mes propres yeux. » Le détective Hart hocha la tête. « Nous partons maintenant. L'équipe de médecine légale est déjà en train d'analyser la scène. Je ne peux pas venir.
annonça soudainement David. Je vous ai dit que j'ai une réunion, mais je veux être informé de tout. Absolument tout. Il pointa un doigt vers le détective Hart. Vous m'appelez dès que vous avez la moindre information. Sans ajouter un mot, ni même jeter un regard à Rachel, David quitta le commissariat d'un pas rapide, laissant derrière lui une vague de tension et une subtile odeur de parfum coûteux. Rachel le regarda partir, un mélange de colère et d'incrédulité montant en elle. Comment pouvait-il accorder plus d'importance à une réunion qu'à leur fille disparue? Mais après tout, ça avait toujours été comme ça avec David. Le travail d'abord, la famille ensuite. C'était l'une des nombreuses raisons de l'échec de leur mariage. Madame Bennett, la voix du détective Hart la ramena à la réalité. Êtes-vous prête à y aller? Rachel hocha la tête, redressa les épaules et prit une profonde inspiration. Oui, allons retrouver ma fille. Le soleil de fin d'après-midi projetait de longues ombres sur le parc Everpine lorsque la voiture banalisée du détective Hart entra dans le parking. Les équipements de jeu pour enfants étaient sinistrement vides, entourés de rubans de police jaunes qui claquèrent dans la brise. 2 voitures de patrouille et un fourgon de la police scientifique étaient déjà stationnés près des toilettes publiques. Rachel ressentit une étrange impression de déjà-vu en sortant de la voiture. Il y a à peine 48 heures, elle se trouvait ici avec Ali, riant alors qu'elle la poussait sur les balançoires. Maintenant, le parc ressemblait à une scène de crime, parce que c'en était une. « Madame Bennett », dit le détective Hart en la guidant vers les toilettes, où un petit groupe de policiers et de techniciens en criminalistique s'était rassemblé. En s'approchant, Rachel aperçut des marqueurs de preuves placés au sol près de l'entrée. Un homme grand et mince en uniforme gris d'entretien se tenait à l'écart, parlant avec une policière. Il enlevait et remettait sans cesse sa casquette, passant une main nerveuse dans ses cheveux poivre et sel. Son expression était profondément préoccupée. « C'est Frankie Morales, le concierge du parc qui a trouvé les objets », expliqua le détective Hart à voix basse. « Il travaille ici depuis plus de 15 ans. » Rachel hocha la tête, incapable de parler tant sa gorge était nouée. Elle regarda un technicien sortir des toilettes en tenant 2 sacs en plastique transparent. Dans l'un se trouvait le t-shirt rouge de Haley, dans l'autre la couche souillée. Voir ces objets de si près lui serra le cœur douloureusement. « Madame Bennett, voici l'agent Chen de notre équipe médico-légale », dit le détective Hart tandis que la technicienne s'approchait. C'est elle qui a traité les preuves. L'agent Chen, une femme menue aux yeux vifs et au regard bienveillant, salua respectueusement Rachel. « Nous avons effectué un premier examen des objets », expliqua-t-elle. « Il n'y a pas de traces de sang visibles ni sur le t-shirt ni sur la couche, ce qui est bon signe. » Rachel poussa un soupir qu'elle ne s'était pas rendu compte retenir. « Et est-ce qu'on peut savoir si quelqu'un lui a fait du mal? » « Nous ne pourrons rien affirmer avec certitude tant que les analyses en laboratoire ne seront pas terminées, répondit prudemment l'agent Chen. Mais il n'y a aucun signe immédiat de traumatisme d'après ce que nous avons observé. La couche semble simplement souillée, ce qui est cohérent avec votre déclaration indiquant qu'Haley avait la diarrhée. Le détective Hart fit un signe au concierge. « Monsieur Morales, pouvez-vous raconter à Madame Bennett ce que vous m'avez dit sur la découverte des objets ?» Frankie Morales s'approche, tordant nerveusement sa casquette entre ses mains. Son visage marqué par les années exprimait une profonde inquiétude. « Madame, je suis vraiment désolé pour votre petite fille. J'ai des petits-enfants moi-même, et je n'ose même pas imaginer. » « Merci, dit doucement Rachel. S'il vous plaît, dites-moi simplement ce que vous avez trouvé. » Frankie hocha la tête, rassemblant ses pensées. « Je fais mes rondes de nettoyage 3 fois par jour ici. Matin, après-midi et soir. Ce matin, en allant nettoyer les toilettes pour femmes, j'ai remarqué que la dernière cabine était verrouillée. J'ai frappé, mais personne n'a répondu. Alors j'ai pensé qu'elle était simplement bloquée. Ça arrive souvent avec ces vieilles serrures. » Il fit un geste vers les toilettes. « Cet après-midi, pareil. Cabine toujours verrouillée. Personne à l'intérieur. Je comptais revenir avec mes outils pour la débloquer, mais on m'a appelé pour un autre incident à l'autre bout du parc. Et tout à l'heure, pendant ma ronde du soir, j'ai voulu vérifier si c'était toujours bloqué. Ça l'était. J'ai donc utilisé ma clé passe-partout, et c'est là que j'ai... » Il s'interrompit, jetant un regard au sac de preuves. « Le t-shirt et la couche étaient juste posés là, par terre ?» demanda Rachel, tentant de comprendre. « Oui, madame, juste devant les toilettes. On aurait dit que quelqu'un les avait laissés là. »
Monsieur Morales a immédiatement appelé le 911, précisa le détective Hart, et nos agents sont intervenus en quelques minutes. Est-ce que ma fille aurait pu être là-dedans demanda Rachel, son esprit submergé par des hypothèses terrifiantes. Est-ce que quelqu'un aurait pu la retenir enfermée dans cette cabine? L'agent Chen secoua la tête. C'est peu probable, madame. Nous avons prélevé des empreintes digitales dans toute la cabine. Et même si nous avons trouvé des empreintes partielles sur le mécanisme de verrouillage, nous n'avons trouvé aucune empreinte de taille enfantine. Ni sur les murs, ni sur la cuvette, ni sur le sol, là où un enfant aurait sûrement touché. Qu'est-ce que ça signifie demanda Rachel en regardant tour à tour l'agent et le détective. Cela suggère qu'Ali n'était pas physiquement dans les toilettes, expliqua doucement le détective Hart. D'après la position des objets et l'absence d'empreintes d'enfants, il semble que quelqu'un les ait placés là intentionnellement. Mais pourquoi? Pourquoi quelqu'un prendrait les vêtements de ma fille et une couche sale pour ensuite les abandonner dans une cabine de toilette? Le visage du détective Hart se durcit. Cela pourrait être pour nous induire en erreur, détourner notre enquête ou nous faire suivre une mauvaise piste. Rachel sentit ses jambes flancher à cette idée. Ce n'était pas une simple histoire d'aller s'étant égaré ou perdu momentanément. Quelqu'un avait délibérément enlevé sa fille et jouait maintenant un jeu calculé avec les preuves. « Et la saleté sur les vêtements ?» demanda le concierge, remarquant les taches sur le t-shirt à travers le sac de preuves transparent. Les vêtements d'Haley étaient déjà sales à force de jouer sur l'aire de jeu ce jour-là, répondit Rachel. L'agent Chen hocha la tête. Nous analyserons toute la terre et les taches au laboratoire. Cela pourrait nous indiquer si le t-shirt a été transporté ailleurs depuis qu'Haley le portait. Alors qu'il parlait, un autre technicien de la police scientifique sortit des toilettes avec une petite enveloppe de preuves. « Inspecteur » appela le technicien. « Nous avons trouvé une empreinte partielle sur la porte du box qui ne correspond ni à celle du concierge, ni à aucune de celles recueillies auprès du personnel du parc. » Le détective Hart se redressa, l'air intéressé. « Bon travail. Envoyez ça immédiatement au labo pour analyse. Priorité numéro 1. » Il se tourna ensuite vers Rachel. « Nous allons continuer à traiter la scène de fond en comble, mais je voudrais retourner au commissariat maintenant. Nous devrions recevoir les mises à jour concernant les enregistrements des caméras de surveillance du parc, et je veux les examiner avec vous dès que possible. » Rachel acquiesça, jetant un dernier regard au t-shirt de sa fille dans le sac de preuves. Il semblait incroyablement petit et vulnérable, tout comme Haley. Alors qu'il retournait vers la voiture du détective, Hart s'éclaircit la gorge. « Il y a encore une chose, mademoiselle Bennett. Nous avons besoin du dossier médical et de l'acte de naissance d'Haley pour notre base de données. Cela nous aide pour les vérifications et à alerter les hôpitaux dans les environs. » Rachel s'arrêta. « Ils sont chez David. »« Votre ex-mari les a ?»« Oui, je les ai déposés chez lui il y a quelques mois, lors d'un échange de garde. Il devait en faire des copies et me rendre les originaux, mais malgré mes rappels, il ne l'a jamais fait. » Rachel soupira frustrée. « Je sais exactement où ils sont. Dans le tiroir du bas du meuble dans le couloir, juste après la porte d'entrée. » Le détective Hart fronça légèrement les sourcils. « Nous pouvons envoyer un agent les récupérer. »« Non, ça va, » répondit Rachel, se surprenant elle-même. « Je peux les prendre. La maison de David n'est pas loin. »« Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée, mademoiselle Bennett, » dit Hart avec prudence. « Vu la tension entre vous deux tout à l'heure, je serai rapide et prudente, » promit Rachel. « Je n'aurai aucune confrontation avec lui. » Le détective la regarda longuement, puis acquiesça à contre-cœur. « D'accord, mais s'il vous plaît, récupérez simplement les documents et revenez directement au poste. Et appelez-moi s'il y a le moindre problème. »« Je le ferai, » assura-t-elle, calculant déjà combien de temps il lui faudrait pour récupérer les papiers et revenir. Chaque minute comptait pour retrouver Haley, et elle ne comptait pas en perdre une seule. Alors qu'il remontait dans la voiture du détective, Rachel jeta un dernier regard au parc d'Everpine, un endroit autrefois rempli des rires de sa fille, devenu maintenant le point de départ d'un cauchemar dont elle ne parvenait pas à se réveiller. Au commissariat, Rachel se tenait derrière le détective Hart et un technicien informatique pendant qu'ils examinaient les images de vidéosurveillance du parc d'Everpine. L'écran montrait une vue en noir et blanc, granuleuse du parking près de l'aire de jeu. Le détective Hart avait expliqué que, bien que le système de sécurité du parc soit obsolète, ils avaient réussi à récupérer les enregistrements du jour de la disparition d'Haley. « Là !»
dit Rachel en pointant l'écran. L'horodatage indiquait 15h42, approximativement l'heure de la disparition d'Ali. Une femme portant une fillette en t-shirt rouge se dirigeait rapidement vers une berline garée en bordure du cadre. Un garçon d'environ 6 ou 7 ans la suivait de près. C'est elle. C'est Melissa. Le détective Hart se pencha en plissant les yeux. Pouvez-vous zoomer sur le véhicule? Le technicien ajusta l'image, zoomant sur la berline alors qu'elle quittait sa place de parking. L'angle est mauvais, dit-il, mais on distingue une partie de la plaque d'immatriculation. Rachel ne put voir que la moitié du numéro avant que la voiture ne disparaisse du champ de la caméra. Lancez une recherche dans la base de données du DMV avec cette partie de la plaque, ordonna le détective Hart. Recoupez avec les modèles de berline correspondant à cette description. Je m'en occupe déjà, répondit le spécialiste, ses doigts volant sur le clavier. Ça prendra un peu de temps pour affiner les résultats, mais on devrait pouvoir établir une liste de correspondances possibles. Rachel croisa les bras, frissonnant malgré la température ambiante. Voir cette femme, Melissa, partir avec sa fille rendait tout effroyablement réel. Elle avait l'air si normale, murmura Rachel. Si serviable. Elle m'a dit qu'elle était institutrice en maternelle. Le visage du détective Hart resta professionnellement neutre, mais ses yeux trahissaient une certaine compassion. Les ravisseurs d'enfants se présentent souvent comme des personnes de confiance. Ils savent exactement quoi dire pour gagner la confiance des parents. Le technicien se tourna vers eux. « Inspecteur, j'ai envoyé les informations sur la plaque partielle aux agents. Ils vont commencer à les vérifier dans le système. Avec le modèle de la voiture, on pourra réduire considérablement la recherche. » « Très bien, acquiesça Hart. Lancez un avis de recherche urgent avec la description du véhicule et transmettez l'image de la femme tirée des images aux unités de patrouille. » Il se tourna vers Rachel. « En attendant les résultats, ce serait peut-être le bon moment pour que vous alliez chercher ces documents chez votre ex-mari. » Rachel hocha la tête en prenant son sac. « Je serai aussi rapide que possible. »« Vous voulez qu'un agent vous accompagne ?» demanda Hart. « Non, ça ira, » insista Rachel. « David doit encore être à sa réunion, et je sais exactement où sont les documents. Je les prends et je reviens directement. » Avant de partir, Rachel signa plusieurs formulaires d'autorisation permettant à la police d'accéder aux informations médicales d'Haley si nécessaire. La procédure administrative lui sembla irréelle. Signer des papiers pendant que sa fille était portée disparue. Mais elle comprenait que c'était nécessaire. Alors qu'elle s'apprêtait à quitter le commissariat, le détective Hart l'arrêta, le visage grave. « Mademoiselle Bennett, je sais que c'est difficile, mais je dois vous rappeler, si vous croisez votre ex-mari, n'engagez aucune confrontation. Prenez les documents et revenez immédiatement. » « J'ai compris, » répondit Rachel. Elle sortit dans le parking où sa voiture l'attendait depuis la veille. Le soleil déclinait lentement, projetant de longues ombres sur l'asphalte. Une fois installée dans le siège conducteur, elle tenta une dernière fois de joindre David. L'appel bascula directement sur la messagerie. « David, c'est moi !»« La police a besoin des dossiers médicaux et de l'acte de naissance d'Hailey. Je passe les prendre chez toi. Rappelle-moi si tu reçois ce message. » Elle raccrocha et démarra, l'esprit en ébullition. La police traquait Melissa, la femme qui avait enlevé Hailey. Peut-être qu'au moment où elle reviendrait avec les documents, ils auraient retrouvé son adresse. Cette pensée donna à Rachel une lueur d'espoir alors qu'elle sortait du parking du commissariat. Le trajet jusqu'à la maison de David durerait environ 15 minutes. 15 minutes de plus près de retrouver Ali. Elle devait y croire. Alors qu'elle conduisait, les pensées de Rachel revinrent aux images de vidéosurveillance. Quelque chose chez Melissa lui avait paru si authentique, si digne de confiance. Comment avait-elle pu se tromper autant sur quelqu'un? Et pourquoi une femme avec son propre enfant enlèverait-elle celui d'une autre? Rien n'avait de sens. Mais depuis qu'elle était revenue sur l'aire de jeu pour découvrir qu'Haley avait disparu, plus rien n'en avait. Rachel tourna dans la rue familière où David avait acheté une maison après leur divorce. Une maison moderne à 2 étages dans un quartier calme, bien différent du petit cottage chaleureux qu'ils avaient partagé pendant leur mariage. En approchant de son adresse, elle répétait mentalement ce qu'elle allait faire, trouver la clé de secours, récupérer les documents dans le meuble du couloir et partir. Simple, rapide, sans complications. Rachel se gara dans l'allée de David, remarquant immédiatement l'audi argenté de ce dernier. Son cœur se serra. Malgré ce qu'il avait dit à propos d'une réunion, sa voiture était encore là.
Elle envisagea brièvement d'appeler le détective Hart, mais renonça. Elle était déjà venue jusque-là, et les documents étaient trop importants pour qu'elle prenne le risque d'attendre. Elle se gara derrière la voiture de David et resta un instant assise, rassemblant son courage. À travers la vitre arrière de l'Audi, elle aperçut plusieurs sacs de courses sur la banquette. Intriguée, elle sortit de sa voiture et se pencha pour regarder à l'intérieur. Les sacs semblaient remplis de provisions, bien qu'elle ne distinguât pas clairement le contenu. À côté d'eux se trouvait la valise personnelle de David, celle en cuir coûteuse qu'il avait achetée lors de leur dernier anniversaire, et une glacière bleue. Pourquoi David avait-il chargé ses affaires dans sa voiture? Murmura Rachel, un malaise montant en elle. Elle tenta d'ouvrir la portière, mais elle était verrouillée. Elle recula et sortit son téléphone pour composer à nouveau le numéro de David. Cette fois, après plusieurs sonneries, il répondit. « Qu'est-ce que tu veux, Rachel ?» Sa voix était sèche, impatiente. « Je suis chez toi. La police a besoin des dossiers médicaux et de l'acte de naissance d'Haley pour leur base de données. Tu te souviens, ceux que j'ai laissés dans le meuble du couloir et que tu ne m'as jamais rendus ?» Un silence. « Tu ne devrais pas être chez moi. Je n'y serais pas si tu m'avais rendu les documents comme je te l'ai demandé des dizaines de fois, » répondit Rachel en tentant de garder un ton calme. « La police en a besoin maintenant, David. C'est important. » Un autre silence, plus long cette fois, puis un profond soupir. « Très bien. Il y a une clé de secours sous la dalle près des pots de fleurs, dans le jardin de devant. »« Merci, » répondit Rachel, surprise de sa soudaine coopération. « Je prends juste les documents et je m'en vais. »« Assure-toi que ce soit le cas, » répondit David froidement. « Je n'apprécie pas que tu débarques chez moi sans prévenir et que tu fouilles dans mes affaires. »« Ce n'est pas ce que je fais, » commença Rachel. Mais David avait déjà raccroché. Elle rangea son téléphone et se dirigea vers la cour, inspectant les dalles jusqu'à en trouver une qui bougeait légèrement. En la soulevant, elle découvrit une petite boîte magnétique contenant la clé. Elle la prit et s'approcha de la porte d'entrée, le cœur battant malgré ses efforts pour rester calme. La maison était silencieuse à son entrée. Le couloir était impeccable, si différent de leur ancienne maison, toujours pleine des jouets d'Haley et de la joyeuse pagaille de la vie de famille. Ici, tout semblait stérile, impersonnel, malgré les 6 mois que David y avait déjà vécu. Rachel alla directement au meuble du couloir, ouvrit le tiroir du bas et trouva exactement ce qu'elle cherchait. Une enveloppe manie étiquetée « Document important d'Haley » de sa propre écriture. Elle la sortit et en vérifia rapidement le contenu. L'acte de naissance d'Haley, ses dossiers médicaux, sa carte de sécurité sociale, son carnet de vaccination. Tout ce dont la police pouvait avoir besoin était là. Avec l'enveloppe en main, Rachel aurait dû partir immédiatement. C'est ce qu'elle avait promis au détective Hart. Mais quelque chose la troublait. La voiture chargée, la valise, la glacière. Pourquoi David aurait-il préparé tout cela simplement pour aller à une réunion? Contre sa meilleure intuition, elle se mit à parcourir la maison, à la recherche du moindre indice pouvant indiquer où se trouvait Haley. Le salon était peu meublé. Un canapé en cuir, un grand téléviseur. La cuisine était impeccable. Aucun plat dans l'évier, aucune trace de repas récent. La maison ressemblait plus à un décor de magazine qu'à un lieu de vie. En passant devant la chambre principale, elle remarqua que la porte était entr'ouverte. Une partie d'elle lui souffla de s'arrêter et de partir. Mais un instinct plus fort, un instinct de mère, la poussa à avancer. La chambre était aussi impeccablement tenue que le reste de la maison. Le lit king size était parfaitement fait, recouvert de draps bleu marine. Mais ce qui attira l'attention de Rachel, c'était ce qui se trouvait sur la commode. Un paquet cadeau emballé dans un papier bleu décoré de petites voitures et de bateaux. Le genre de papier qu'on utiliserait pour un jeune garçon. À côté, une barrette en écaille, délicate. Certainement pas quelque chose qui appartenait à David. Rachel se figea, fixant ces objets qui semblaient si déplacés dans la chambre stérile de son ex-mari. Pour qui était le cadeau? Et à qui appartenait cette barrette? Un frisson lui parcourut l'échine à l'idée que David puisse avoir une compagne, ou quelqu'un l'aidant. Il n'en avait jamais parlé, ni à la police hier, ni à leurs amis communs, ni à leur famille. Rachel sortit son téléphone et prit des photos du paquet et de la barrette. Puis, prenant soin de ne pas toucher la barrette à main nue, elle alla dans la cuisine, trouva un torchon propre et utilisa celui-ci pour la saisir.
Elle la plaça dans un sac de congélation trouvé dans un tiroir. Ça pourrait servir, murmura-t-elle en scellant le sac. Le cœur battant, elle éteignit les lumières, referma toutes les portes ouvertes et retourna à l'entrée. Elle verrouilla la porte derrière elle, remit la clé de secours à sa place, sous la dalle, en s'efforçant de tout laisser exactement comme elle l'avait trouvé. De retour dans sa voiture, Rachel inspira profondément, serrant l'enveloppe et le sac plastique contenant la barrette. Elle devait retourner immédiatement au commissariat. Quel que soit le lien entre David et cette nouvelle femme, le détective Hart devait le savoir. Elle démarra le moteur et commença à reculer dans l'allée lorsque son téléphone sonna. C'était David. « Tu es toujours chez moi ?» demanda-t-il, la voix tendue. « Contrôlé. »« Je pars à l'instant » répondit Rachel, tâchant de paraître naturelle. « J'ai pris ce qu'il me fallait. Je retourne au commissariat. »« Bien. Ne reviens plus jamais ici sans ma permission. » Il y avait une tension dans sa voix qui lui donna la chair de poule. « Je ne le ferai pas » promit-elle, avant de mettre fin à l'appel. Alors qu'elle s'éloignait de la maison de David, son esprit s'emballait. La voiture prête à partir, la valise, le cadeau pour un garçon, la barrette de femme. Pris séparément, ces éléments ne signifiaient pas grand-chose, mais ensemble, ils dessinaient un tableau inquiétant. Elle n'avait parcouru que quelques maisons lorsqu'elle aperçut un taxi arriver en sens inverse. Elle n'y prêta pas attention, jusqu'à ce qu'elle jette un œil dans son rétroviseur et voit les feux de freinage s'allumer. Le taxi s'arrêtait devant la maison de David. Rachel ralentit et se gara discrètement, observant une femme descendre du taxi. Même à distance, elle distinguait une veste en cuir, un hijab couvrant ses cheveux et de grandes lunettes de soleil masquant la majeure partie de son visage. « Qui est-ce » murmura Rachel, se rangeant le long du trottoir, quelques maisons plus loin. Depuis sa position, elle vit le chauffeur de taxi ouvrir le coffre et sortir une grande boîte encombrante. Il aida la femme à la porter jusqu'à l'allée, la déposant près de l'Audi de David. La femme régla la course et le taxi repartit. La curiosité de Rachel prit le pas sur sa prudence. Elle coupa le moteur et s'enfonça dans son siège, observant la femme mystérieuse à travers son rétroviseur latéral. David n'avait jamais mentionné d'amis ou de membres de la famille musulman. Qui était cette femme? Et pourquoi était-elle chez lui avec un gros colis? La réponse ne tarda pas. La femme sortit une clé de son sac à main et ouvrit la porte d'entrée de David comme si elle l'avait fait des centaines de fois. Rachel resta parfaitement immobile, le cœur battant, alors qu'elle regardait la femme entrer dans la maison. Ce n'était pas une simple visiteuse. Cette femme avait sa propre clé. L'étrangeté de la situation empêcha Rachel de partir, malgré la nécessité de rapporter les documents de Haley à la police. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» murmura-t-elle en ajustant son rétroviseur pour une meilleure vue. La femme resta dans la maison plusieurs minutes. Rachel en profita pour noter rapidement le numéro de la plaque du taxi avant qu'il ne disparaisse au coin de la rue. Quelque chose lui disait que cette information pourrait s'avérer précieuse. Alors qu'elle hésitait à appeler le détective Hart, la porte d'entrée s'ouvrit à nouveau. La femme réapparut, portant un sac de sport visiblement plein, et le cadeau emballé en bleu que Rachel avait vu sur la commode de David. Le hijab et les lunettes de soleil masquaient toujours son visage, rendant son identification difficile dans la lumière déclinante du soir. Ce qui suivit la laissa sans voix. La femme sortit une clé de voiture de son sac, vraisemblablement celle de l'Audi de David, et appuya sur le bouton de déverrouillage. Les phares clignotèrent en réponse. « Elle a aussi sa clé de voiture », murmura Rachel, stupéfaite. Son ex-mari ne lui avait jamais parlé d'une nouvelle compagne, encore moins d'une femme ayant accès à sa maison et à son Audi si précieuse qu'il la lui prêtait à peine lorsqu'ils étaient mal mariés. La femme chargea le sac de sport et le cadeau à l'arrière de la voiture. Puis elle retourna près de la grande boîte que le chauffeur avait posée dans l'allée. Tirant un cutter de sa poche, probablement pris dans la maison, elle découpa soigneusement l'adhésif. Rachel plissa les yeux pour distinguer le contenu. Lorsqu'elle vit ce qu'il y avait à l'intérieur, son souffle se coupa. Un siège auto pour bébé, tout neuf. Avec une efficacité manifeste, la femme sortit le siège de son emballage et l'installa à l'arrière de la voiture de David. L'opération prit seulement quelques minutes, preuve qu'elle savait ce qu'elle faisait. « Un siège auto ?» murmura Rachel, la confusion se muant en angoisse. David n'avait jamais parlé d'un autre enfant. Était-ce pour le fils de cette femme? Alors qu'elle regardait la scène, une pensée terrible s'imposa.
Et si ce n'était pas seulement une nouvelle petite amie? Melissa avait un garçon d'environ 7 ans. Était-il possible que son ex-mari ait un lien avec elle? La valise dans sa voiture, les sacs de course, la glacière, tout semblait indiquer qu'il se préparait à un départ. Et maintenant, cette femme installait tranquillement un siège pour bébé dans son véhicule. Si la pire crainte de Rachel se confirmait, alors cette femme ne pouvait être que Melissa. Pourtant, quelque chose ne collait pas tout à fait. Elle ne ressemblait pas vraiment à la femme que Rachel avait rencontrée au parc la veille. Son apparence était assez différente pour semer le doute, mais pas suffisamment pour l'écarter totalement. Les doigts de Rachel flottèrent au-dessus de son téléphone. Elle hésitait à appeler le détective Hart. Et si elle se faisait des idées? Et si tout cela n'était qu'une coïncidence? Son hésitation s'évanouit lorsqu'elle vit la femme s'installer au volant de l'Audi et démarrer. Ce n'était pas une simple visite. Elle emmenait sa voiture quelque part. Et avec un siège auto installé, les phares de l'Audi s'allumèrent, éclairant la rue à mesure que la voiture reculait dans l'allée. Sans réfléchir, Rachel mit sa propre voiture en marche. Elle ne pouvait pas laisser cette femme partir. Pas alors que tout son instinct lui criait que cela avait un lien avec Allée. Lorsque l'Audi s'éloigna du trottoir, Rachel prit sa décision. Elle suivrait la voiture à distance raisonnable pour voir où cette femme mystérieuse allait. Ce n'est qu'ensuite qu'elle appellerait le détective Hart avec des informations concrètes plutôt que de simples soupçons sur la vie privée de son ex-mari. Elle attendit que l'Audi ait pris une avance d'un demi-bloc avant de démarrer. Ses mains serraient le volant avec force, ses jointures blanchies par la tension. Les documents qu'elle était venue chercher reposaient, oubliés, sur le siège passager, à côté de la barrette en plastique enfermée dans un sac. La raison lui soufflait de revenir immédiatement au poste de police, comme promis. Mais un instinct plus fort encore, celui d'une mère désespérée de retrouver sa fille, la poussait à continuer, à suivre les feux arrière de l'Audi qui s'enfonçait dans les rues résidentielles silencieuses. « Où allez-vous » chuchota-t-elle en gardant une distance prudente. « Et avez-vous quelque chose à voir avec ma fille ?» Rachel suivit l'Audi de David à travers les rues de Sékim. La femme au volant roulait avec assurance, comme si elle connaissait parfaitement l'itinéraire. En atteignant une route principale, la voiture tourna vers l'est, s'éloignant du centre-ville et se dirigeant vers la périphérie. Les yeux rivés tantôt sur la route, tantôt sur les feux rouges devant elle, Rachel tâtonna pour saisir son téléphone et composer le numéro du détective Hart. Il répondit à la deuxième sonnerie. « Mademoiselle Bennett, avez-vous récupéré les documents ?»« Oui, je les ai, » répondit Rachel, gardant la voix basse malgré le fait qu'elle était seule dans sa voiture. Mais quelque chose se passe. Il y a une femme chez David. Elle a une clé de chez lui et de sa voiture. Elle vient d'installer un siège auto tout neuf dans l'Audi et s'en va maintenant avec un sac de voyage. Il y eut un court silence à l'autre bout de la ligne. « Vous êtes en train de la suivre ?» demanda Hart, le ton nettement plus tendu. « Oui, » admit Rachel. « Je sais que vous m'avez dit de revenir directement, mais… » « Détective, elle a une clé de chez David, et il y avait une valise et une glacière dans sa voiture tout à l'heure, comme s'il comptait partir quelque part. » Elle entendit le détective soupirer profondément. « Meney, je comprends votre inquiétude, mais suivre quelqu'un peut être dangereux. Êtes-vous en danger immédiat ?» Rachel vérifia ses rétroviseurs. La femme ne semblait pas l'avoir remarqué. « Non, je ne crois pas. Je garde mes distances. C'est juste, j'ai ce pressentiment. Quand j'étais chez David, j'ai trouvé un cadeau emballé pour un petit garçon et une barrette de femme dans sa chambre. Je sais que ça peut paraître tiré par les cheveux, mais je n'arrive pas à me défaire de l'idée qu'il y a un lien entre David et la femme qui a enlevé Hallie. Elle a un fils. C'est une accusation grave, déclara prudemment le détective Hart. Il nous faut des preuves avant de… Avez-vous trouvé quelque chose à partir de la plaque d'immatriculation ? L'interrompit Rachel, son anxiété rendant son ton impatient. En réalité, oui, répondit Hart, dont la voix prit une teinte plus professionnelle. Nous avons identifié un véhicule enregistré au nom de Melissa Crane, qui correspond à la plaque partielle et au modèle de voiture vu sur les images de vidéosurveillance. Des agents ont été envoyés à son adresse, mais la maison semble vide. Personne n'est là et les voisins disent ne pas l'avoir vue depuis plusieurs jours. Les doigts de Rachel se crispèrent sur le volant. Melissa Crane, c'est son nom complet ? Oui. Nous avons lancé une alerte d'urgence à son sujet et informé les autorités des villes voisines, des stations-service et des gares. Pendant qu'il parlait,
Rachel remarqua qu'il prenait une route familière, qui s'éloignait de la ville et menait vers la campagne, là où les propriétés étaient plus dispersées. Attendez, dit-elle, un souvenir refaisant surface. Je crois savoir où nous allons. David a un vieil ami qui possède un chalet de vacances dans ce coin. Nous y sommes allés une fois, pendant notre mariage. La dernière nouvelle que j'ai eue, c'est que cet ami était parti vivre à l'étranger et qu'il louait désormais le chalet. Vous vous souvenez de l'adresse demanda Hart, désormais sur un ton plus pressant. Pas exactement, mais c'est sur Evergreen Lane. Je crois que c'est isolé, le seul chalet au bout d'un long chemin d'accès, en retrait de la route. Mademoiselle Bennett, dit le détective avec gravité. J'ai d'autres informations importantes. L'équipe scientifique a obtenu une correspondance préliminaire avec l'empreinte partielle retrouvée dans les toilettes. Elle correspond aux empreintes de Melissa Crane, issues d'un contrôle de routine effectué lors de sa demande de permis d'enseigner. Le souffle de Rachel se coupa. Donc, c'est bien elle qui a laissé les vêtements de Ellie dans les toilettes. C'est ce qu'il semble. Elle est désormais notre suspecte principale, et nous traitons l'affaire comme un enlèvement confirmé. Rachel observe alors Lodi ralentir et tourner dans une allée bordée d'arbres. Détective, je pense que nous entrons maintenant sur Evergreen Lane. Le chalet doit se trouver au bout. J'envoie immédiatement des unités à votre position, répondit Hart. Mais Rachel, écoutez-moi attentivement. N'approchez pas cette femme, ni le chalet. Elle est maintenant recherchée pour enlèvement d'enfants. Si votre ex-mari est impliqué, la situation peut devenir très dangereuse. Je comprends, dit Rachel, bien que tout en elle criait de courir au chalet pour retrouver Ali. Je vais essayer de joindre votre ex-mari et de l'informer au sujet de Melissa Crane, poursuivit Hart. En attendant, restez en ligne avec moi. Trouvez un endroit sûr pour attendre nos agents, ou mieux encore, revenez en ville. Rachel ralentit alors que Lodi approchait du bout de l'allée. Comme dans ses souvenirs, un chalet rustique se tenait seul, partiellement dissimulé par de grands pins. La maison la plus proche était à au moins 400 mètres. Elle se gara sur un petit accotement en terre, partiellement caché par des buissons, à une centaine de mètres de l'allée du chalet. De cet emplacement, elle avait une vue dégagée sur Lodi, désormais stationnée devant le bâtiment, les phares éteints. « Je suis garé en sécurité », chuchota Rachel au téléphone. « Je vois la voiture de David devant le chalet. »« Bien, restez où vous êtes. Nos unités sont en route. Votre position s'affiche sur notre GPS. » Rachel vit alors la femme descendre de la voiture, ne prenant que la glacière à l'arrière. Elle se dirigea vers le porche et ouvrit la porte avec assurance. Une fois sous la lumière du porche, elle ôta sa veste en cuir, ses lunettes de soleil et le foulard qui couvrait sa tête. Bien que Rachel ne distinguât pas nettement son visage, sa silhouette et ses gestes étaient familiers. Cette même assurance qu'avait montré la femme qui avait proposé de garder Ali au parc. Rachel vit alors une silhouette apparaître à la porte du chalet. Un jeune garçon, d'environ 7 ans, courut vers la femme et l'enlaça à la taille. Rachel le reconnut immédiatement. C'était le même garçon qu'elle avait vu jouer sur les barres du parc. « C'est elle » murmura-t-elle. « C'est Melissa, et son fils est là aussi » ajouta-t-elle, la voix tremblante. Mais ce fut ce qui arriva ensuite qui figea Rachel sur place. Depuis l'intérieur du chalet, un cri plaintif se fit entendre, un son que Rachel aurait reconnu entre mille. Un instant plus tard, une petite silhouette apparut sur le seuil et trottina jusqu'au porche. Allait, sa fille. Elle portait des vêtements différents de ceux qu'elle avait lorsqu'elle avait disparu, mais il n'y avait aucun doute. Sa démarche, la forme de son corps, ses cheveux sombres et ébouriffés. C'était elle. « Mon Dieu !» haleta Rachel, les larmes lui montant immédiatement aux yeux. « Détective, Ali est là. Je la vois, elle est au chalet. » Melissa ramassa rapidement Ali d'un bras, rassembla son fils de l'autre et rentra dans la maison. La porte se referma derrière eux et la lumière du porche s'éteignit quelques secondes plus tard. « Vous êtes absolument certaine que c'est elle ?» demanda le détective Hart, la voix tendue. « Oui, » répondit Rachel d'une voix étranglée, les larmes coulant à présent sur ses joues. « Je reconnaîtrai ma fille entre mille. C'est elle, détective. Elle est vivante. Elle est là-dedans. Mademoiselle Bennett, je vous demande de rester calme et de ne pas quitter votre véhicule. Comprenez-vous? La situation est potentiellement dangereuse. » Rachel essuya ses larmes, tentant de se ressaisir. « Je comprends. Je reste ici, mais faites vite,
Je vous en supplie. » Alors qu'elle parlait, elle vit un autre jeu de phare tourner sur Evergreen Lane, une berline noire. Elle retint son souffle alors que la voiture s'arrêtait devant le chalet. La porte arrière s'ouvrit et une silhouette familière en descendit. David. Il portait ce qui ressemblait à une grande enveloppe brune et portait les mêmes vêtements que plus tôt au commissariat. Il paya le chauffeur, qui repartit, le laissant devant la maison. Sans hésiter, David marcha jusqu'à la porte d'entrée et entra sans frapper. « Détective !» dit Rachel, la voix tremblante de choc et de colère. « David vient d'arriver en taxi. Il est entré dans le chalet. Lui aussi a une clé. » Un court silence suivit. Quand le détective Hart reprit la parole, son ton était devenu grave. « Mennett, cela confirme notre soupçon. Votre ex-mari pourrait être impliqué dans l'enlèvement de Haley. Nos unités sont à 15 minutes. Je vous demande de ne surtout pas bouger. La situation est désormais jugée à haut risque. » Rachel serra le téléphone contre son oreille, les yeux rivés sur le chalet où sa fille en était retenue par son propre père et par une femme qui avait gagné sa confiance pour mieux la trahir de la pire des façons. « Ils vont essayer de l'emmener, pas vrai ?» murmura-t-elle, une terrible prise de conscience l'envahissant. Le siège auto, les sacs prêts, les documents que David tenait en main. « Ils comptent partir avec elle. »« Nous ne les laisserons pas faire, » promit le détective Hart. « Restez en ligne avec moi. » Rachel demeura figée dans sa voiture, les yeux brûlants à force de fixer le chalet. Moins de 5 minutes s'étaient écoulées depuis l'entrée de David, mais pour elle, c'était comme une éternité. Savoir que sa fille se trouvait à une centaine de mètres à peine, et pourtant toujours hors de portée, était presque insupportable. La porte du chalet s'ouvrit soudain. Rachel retint son souffle lorsque David apparut, portant Haley dans ses bras. La petite fille avait l'air somnolente, la tête posée sur l'épaule de son père. Derrière eux venait Melissa, tenant la glacière d'une main, tout en guidant son fils de l'autre. Elle portait aussi ce qui semblait être une valise d'enfant. « Ils sortent !» souffla Rachel dans le téléphone. « Tous les trois, ils s'en vont. »« Est-ce que vous voyez toujours clairement Haley ?» demanda Hart. « Oui, David la porte. Elle a l'air fatiguée, endormie. C'est l'heure où elle se couche habituellement, donc ça a du sens. Elle est vivante. » La voix de Rachel se brisa sur le dernier mot. Elle regarda David installer Haley dans le nouveau siège auto à l'arrière, pendant que Melissa aidait son fils à monter de l'autre côté. Leurs gestes étaient imprécis, presque automatiques, comme s'ils avaient fait cette routine des dizaines de fois auparavant. « Ils montent dans la voiture », rapporta Rachel, le cœur battant à tout rompre. « Ils éteignent les lumières du chalet. Ils ferment à clé. Détective, ils partent maintenant. »« Mademoiselle Bennett, restez calme », ordonna Hart. « Nos unités sont presque arrivées. Ne les suivez pas, je répète, ne les suivez pas s'ils partent avant que nos agents soient sur place. » Mais en voyant David s'installer au volant et démarrer le moteur, Rachel sut qu'elle ne pouvait pas risquer de les perdre de vue. Et s'il prenait une route secondaire inconnue de la police? Et s'il disparaissait avec Haley avant que les officiers ne puissent les intercepter? « Je suis désolée, détective, » dit-elle d'une voix ferme. « Je ne peux pas les laisser s'enfuir. Je garderai mes distances, mais je dois les suivre. Je dois m'assurer que Haley ne disparaisse plus jamais. »« Rachel, » commença Hart, mais elle le coupa. « Je laisse la ligne ouverte. Vous pouvez suivre mon téléphone. Dites simplement à vos agents de se dépêcher. » Avant qu'ils puissent protester davantage, Rachel mit le moteur en marche. Elle attendit que l'Audi de David s'éloigne du chalet et s'engage sur la route avant de les suivre, phares éteints, jusqu'à la route principale. « Ils prennent la direction est sur Evergreen Road, » dit-elle, en maintenant une distance prudente. David roule vite, comme s'il était pressé. « Je viens de prévenir nos unités, » répondit Hart, d'un ton résigné mais professionnel. « Elles sont redirigées pour intercepter le véhicule. Rachel, je comprends pourquoi vous faites cela, mais soyez très prudente. S'ils s'aperçoivent que vous les suivez, la situation peut dégénérer. »« Je sais, » répondit Rachel, les yeux fixés sur les feux arrière devant elle. « Je resterai en retrait. Je veux seulement savoir où ils emmènent ma fille. » Pendant les 10 minutes suivantes, Rachel suivit la voiture de David à travers des routes de plus en plus inconnues. Il s'éloignait de Sekim, empruntant des chemins qui laissaient penser que David évitait délibérément les grands axes. « Nous approchons de Port Angeles », annonça-t-elle en reconnaissant les abords de la ville voisine. « Détective, je crois qu'ils vont au port. »« Le port ?» répéta Hart. « Pourquoi ferait-il... Attendez. »
Le ferry COO pour Victoria part de Port Angeles à 7 heures. Le cœur de Rachel se serra. Ils essayent de quitter le pays, le Canada. Ils vont emmener Haley au Canada. Je préviens immédiatement la police de Port Angeles et la patrouille frontalière, dit Hart, désormais plein d'urgence. Le terminal du ferry sera leur goulot d'étranglement. Ils devront y présenter des documents. David avait une grande enveloppe quand il est arrivé au chalet, se souvint Rachel. Ce pourrait être de faux papiers pour passer la frontière? C'est possible, admit Hart. Ne les perdez pas de vue, mais restez à distance. Nos unités convergent sur le terminal. L'Audi continua sa route vers Port Angeles avant de tourner sur une voie menant directement au front de mer. En approchant du terminal, Rachel aperçut le grand ferry amarré au quai, le MV-COO, qui assurait des liaisons quotidiennes entre Port Angeles et Victoria, en Colombie-Britannique. Ils entrent dans le parking du terminal, annonça Rachel, le cœur tambourinant. Le ferry est encore à quai, l'embarquement semble en cours. Parfait, répondit Hart. La police de Port Angeles et nos unités sont en position. Ils ne monteront pas sur ce ferry. Rachel, je veux que vous restiez en retrait maintenant. Garez-vous et laissez les officiers intervenir. Rachel se gara docilement sur le bas-côté, à une centaine de mètres de l'entrée du terminal. De cet endroit, elle pouvait voir David garer l'Audi dans la zone de stationnement courte durée. Il descendit rapidement pour détacher Ellie, tandis que Melissa faisait de même avec son fils. « Il se dirige vers l'entrée du terminal », murmura Rachel, bien qu'elle se doutât que Hart entendait déjà la radio de la police rapporter la même scène. Ce qui suivit se déroula à une vitesse fulgurante. Alors que David et Melissa approchaient des portes du terminal, plusieurs voitures de police convergèrent de différentes directions, gyrophares allumés mais sans sirène. Des officiers en sortirent, armes à la main, formant un demi-cercle autour des adultes et des enfants. « Police, ne bougez plus! Levez les mains !» Les injonctions résonnèrent sur le parking, audibles même depuis l'endroit où Rachel s'était arrêtée. David et Melissa se figèrent, la stupeur clairement visible dans leurs gestes. Lentement, ils levèrent les mains. Haley, effrayé par l'agitation soudaine, se mit à pleurer. Le fils de Melissa s'agrippa à la jambe de sa mère, son petit visage bouleversé par la peur. « Ils les ont !» souffla Rachel en détachant déjà sa ceinture. « Détective, ils les ont attrapés. Restez dans votre voiture jusqu'à ce qu'un agent vienne vous chercher, » ordonna Hart. Mais Rachel écoutait à peine. Elle vit les agents s'approcher avec prudence, menotter David et Melissa, pendant que d'autres séparaient doucement les enfants des adultes. Incapable d'attendre davantage, Rachel ouvrit la portière de sa voiture et courut vers la scène, toute son attention tournée vers la petite silhouette en pull rose, tenue par une agente. « Allez !» appela-t-elle, la voix brisée. « Allez !» La tête de la fillette se redressa au son de la voix de sa mère. « Maman !» cria-t-elle, luttant pour échapper aux bras de l'agente, tendant les mains vers Rachel. Un agent en uniforme se plaça sur la trajectoire de Rachel, mais la voix du détective Hart grésilla dans sa radio. « Laissez-la passer, c'est la mère !» L'agent acquiesça et s'écarta, laissant Rachel s'avancer en courant. L'agente posa doucement Haley au sol, et la petite fille courut sur ses jambes tremblantes vers sa mère. Rachel tomba à genoux et l'enlaça avec une force farouche. Les petits bras de Haley se refermèrent autour de son cou, la serrant avec une force surprenante. « Maman, pleure !» dit Haley, caressant la joue mouillée de sa mère avec sa petite main potelée. « Oui, mon ange. Maman pleure parce qu'elle est si heureuse de te revoir, » répondit Rachel d'une voix étranglée, couvrant les cheveux, le visage et les mains de sa fille de baisers, s'assurant qu'elle était bien réelle, bien là, vivante. En tenant sa fille contre elle, Rachel leva les yeux et vit David et Melissa escortés vers des voitures de police différentes. Les yeux de David croisèrent les siens un bref instant, un mélange de colère et de défaite dans son regard. Il cracha par terre en passant, le visage déformé par la colère. « Tu ne la mérites pas !» grogna-t-il. « Elle mérite une vraie famille, une famille complète. Quelque chose que moi, je pouvais lui offrir, contrairement à toi. »« Avancez !» ordonna un agent en guidant fermement David vers la voiture de patrouille. Rachel détourna le regard, reportant toute son attention sur Haley. Maintenant que le choc initial des retrouvailles s'estompait, elle remarquait que sa fille avait l'air épuisée. Sa voix était enrouée et elle toussa plusieurs fois pendant que Rachel la tenait dans ses bras. Une ambulancière s'approcha, s'agenouillant au niveau de Haley. « Bonjour ma chérie, je m'appelle Sarah. Est-ce que je peux m'assurer que tu vas bien ?»
Haley se serra davantage contre Rachel, enfouissant son visage dans l'épaule de sa mère. « C'est bon, ma puce, » la rassura Rachel. « Sarah veut juste vérifier que tu n'es pas malade. » L'ambulancière lui adressa un sourire rassurant. « Je serai rapide. Je te promets que tu pourras rester dans les bras de ta maman. » Pendant que l'ambulancière procédait à un examen tout en douceur, Rachel aperçut le fils de Melissa debout seul près d'une voiture de police, les larmes coulant sur son visage alors qu'il regardait sa mère être emmenée. Le garçon avait l'air perdu et terrifié, serrant une petite voiture jouée dans sa main tremblante. « Et ma maman » demanda-t-il à un policier tout proche, d'une voix faible et brisée. « Où elle va? Quand est-ce que je peux aller avec elle ?» L'agent s'agenouilla près de lui parlant doucement, mais Rachel ne pouvait pas entendre ce qu'il disait. Le visage du garçon se contracta davantage. « Mais je veux pas aller avec des inconnus, » sanglota-t-il. « Je veux ma maman et Haley. Maman m'a promis une sœur depuis longtemps, et Haley est gentille. On a joué ensemble. Je veux pas perdre ma sœur aussi. » Le cœur de Rachel se serra à ces mots. Malgré tout ce que Melissa avait fait, son fils était une victime innocente, un enfant entraîné dans les terribles choix de sa mère. L'ambulancière termina son examen préliminaire et se releva. « Elle semble aller globalement bien, mais elle est un peu déshydratée et elle a une légère fièvre. La toux et la voix enrouée viennent probablement des pleurs et du stress. Je recommande un examen complet à l'hôpital, mais il n'y a pas d'urgence médicale. » « Merci, » dit Rachel en serrant Haley plus fort. Le détective Hart s'approcha, son visage mêlant soulagement et détachement professionnel. « Madame Bennett, je suis soulagé que vous ayez retrouvé votre fille. Nous aurons besoin de déclarations de votre part à toutes les deux, mais cela peut attendre demain si nécessaire. » Rachel hocha la tête. « Et maintenant ? » « Nous traitons la scène et rassemblons les preuves. Une équipe de médecine légale inspecte déjà le véhicule. » Il désigna l'Audi de David, où des techniciens gantés retirèrent des objets et les plaçaient dans des sacs de preuves. « Nous avons retrouvé les valises, les sacs de provisions, la glacière, un cadeau emballé et le nouveau siège auto, comme vous l'aviez décrit. » Rachel se souvint de la barrette qu'elle avait prise dans la chambre de David. « J'ai autre chose aussi, » dit-elle en sortant de sa poche le sac plastique contenant la barrette. « Je l'ai trouvée sur la commode de David. Je pense qu'elle appartient à Melissa. » Hart accepta le sac et examina la barrette à travers le plastique. « Bonne initiative. Cela pourrait aider à établir leur lien. » Il regarda à nouveau Rachel. « Nous avons également récupéré des documents dans l'enveloppe que portait votre ex-mari. Il semble que ce soit de faux papiers d'identité et documents de voyage pour les quatre, les présentant comme une famille voyageant ensemble. Il y a aussi un faux formulaire de consentement signé en votre nom avec une signature falsifiée. » L'estomac de Rachel se noua. Donc ils avaient prévu de prétendre que j'avais consenti à ce que Haley quitte le pays. « C'est bien ce qu'il semble, » confirma Hart. « Les documents sont des contrefaçons sophistiquées. Ce n'était pas un acte impulsif. C'était soigneusement planifié. » Rachel regarda le fils de Melissa, maintenant assis sur le trottoir, une assistante sociale essayant de le consoler, sans grand succès. « Nous avons pu reconstituer leur plan grâce aux preuves et aux premiers interrogatoires, » dit-il. « Il semble que David et Melissa se soient rencontrés sur un forum de parentalité en ligne, il y a environ 6 mois, peu après votre divorce. D'après leurs échanges, il l'a convaincu de l'aider à réunir un père et sa fille, en échange d'argent, de compagnie et de la promesse de former une famille parfaite. » L'estomac de Rachel se serra. « Et elle a accepté d'enlever une enfant comme ça ? » « Les motivations des gens peuvent être complexes, » dit Hart prudemment. « D'après ce que nous savons, Melissa est une mère célibataire en difficulté financière. Son fils demandait depuis longtemps une petite sœur, et David lui a proposé ce qui semblait être une solution à plusieurs problèmes. Donc ils ont planifié tout ça ensemble, » dit Rachel, le poids de la trahison s'abattant sur elle. « David connaissait ma routine avec Haley. Il savait que je laissais souvent le sac allongé dans la voiture pendant les courtes sorties au parc, parce qu'elle était en apprentissage de la propreté. Je n'utilisais les couches qu'en cas de secours. » Hart hocha la tête. « Le matin de l'enlèvement, David vous a livré ce qu'il appelait un colis de soins. C'est bien ça? » « Oui, » confirma Rachel. « Il y avait des jouets et des encas, dont ces compotes de fruits qu'elle adore. Nous pensons qu'il a trafiqué une de ces compotes pour provoquer les maux d'estomac de Haley, » expliqua Hart. « Notre laboratoire est encore en train de l'analyser, mais le moment de l'incident suggère que c'était délibéré.
Une fois qu'Alay a eu la diarrhée, il savait que vous retourneriez chercher le sac à langer, ce qui a créé l'opportunité pour Mélissa de l'enlever. Et ensuite, ils ont placé ses vêtements dans la salle de bain pour brouiller l'enquête, conclut Rachel, sentant la colère monter. Pendant qu'ils préparaient leur fuite avec ma fille. Exactement. Les documents que nous avons récupérés montrent qu'ils prévoyaient de prendre le ferry jusqu'à Victoria, puis de prendre l'avion depuis le Canada jusqu'à Bise, où David avait loué une propriété isolée sous un faux nom. Le temps que nous les retrouvions à l'étranger, ils auraient déjà établi de nouvelles identités dans un pays avec des procédures d'extradition compliquées. Rachel secoua la tête, tentant d'assimiler la cruauté méthodique de ce plan. Mais pourquoi? Pourquoi David ferait-il ça? Le visage de Hart devint grave. Lors de notre premier entretien avec lui, il a exprimé une profonde rancune à propos du jugement de garde. Il vous reproche d'avoir monté à aller contre lui et estime qu'il mérite la garde exclusive. Le tribunal lui avait refusé les visites non supervisées parce qu'il était émotionnellement abusif, dit Rachel à voix basse. Il la manipulait, la faisait pleurer, puis me reprochait de l'avoir retourné contre lui. Le juge ne s'y est pas laissé prendre. Les personnes comme votre ex-mari acceptent rarement la responsabilité de leurs actes, observa Hart. Dans son esprit, il sauvait Haley de vous. Un léger coup frappé à la porte les interrompit. Andrea, la travailleuse sociale, entra timidement. Désolé de vous interrompre, mais je pensais que vous deviez savoir. Le garçon demande à voir Haley. Il est très bouleversé et n'arrête pas de dire qu'elle est sa sœur maintenant. Rachel baissa les yeux vers sa fille endormie, puis releva les yeux vers Andrea. Qu'est-ce qui va lui arriver? Nous essayons de retrouver des membres de sa famille qui pourraient le prendre en charge, expliqua Andrea. Il s'appelle Tyler. Il a 7 ans. Pour le moment, nous n'avons trouvé aucun proche capable ou disposé à assumer sa garde. Son père est absent et ses grands-parents maternels sont tous deux décédés. Donc il va aller en famille d'accueil. Andrea hocha la tête tristement. Très probablement, oui. Un placement d'urgence d'abord, puis une solution plus stable si aucun membre de la famille ne se manifeste. Rachel ressentit une profonde douleur pour ce petit garçon qui avait tout perdu en une seule nuit. Il était tout autant une victime qu'Haley. Un enfant innocent pris au piège dans la toile des mensonges d'adultes. Est-ce que je peux lui parler? Demanda Rachel, se surprenant elle-même. Le détective Hart et Andrea échangèrent un regard. Je ne vois pas d'objection, dit Andrea prudemment. Cela pourrait même l'aider de voir qu'Haley va bien. Rachel déplaça délicatement Haley dans ses bras et se leva. Je veux bien le voir alors. Ils se rendirent dans une petite salle de repos, transformée en espace d'attente provisoire pour Tyler. Le garçon était assis à une table, un sandwich à moitié mangé et une pomme intacte devant lui. Ses yeux étaient rouges d'avoir pleuré, et il serrait toujours la même petite voiture jouet que Rachel l'avait vu tenir au terminal du ferry. Lorsque la porte s'ouvrit, Tyler leva les yeux avec espoir, mais son expression changea quand il vit qu'Andrea revenait avec des inconnus. « Tyler, dit Andrea doucement, voici Madame Bennett, c'est la maman de Haley. » Les yeux de Tyler s'agrandirent, fixant la petite fille endormie dans les bras de Rachel. « Est-ce qu'Haley va bien ?» demanda-t-il d'une voix faible. « Elle va bien, » le rassura Rachel en s'asseyant en face de lui. « Elle est juste très fatiguée. » Tyler hocha la tête avec gravité. « J'ai essayé de m'occuper d'elle, comme maman avait dit. Je lui ai donné du jus quand elle avait soif et je l'ai aidée quand elle avait besoin d'aller aux toilettes. » Rachel sentit une boule se former dans sa gorge. « C'était très gentil de ta part, Tyler. Tu as été un bon ami pour Haley. »« Maman avait dit qu'on allait être une famille, » dit Tyler, la lèvre tremblante. « Elle a dit qu'Haley serait ma sœur et qu'on vivrait dans un nouvel endroit avec une plage et que David serait mon nouveau papa. » Il leva les yeux vers Rachel, la confusion et la peine dans le regard. « Mais la police a emmené maman. Est-ce qu'elle a fait quelque chose de mal ?» Rachel échangea un regard avec Andrea, qui lui fit un signe d'encouragement. « Tyler, » commença Rachel avec précaution, « ta maman a fait des erreurs. Elle a emmené Haley sans me demander la permission, et ça, ce n'est pas autorisé. »« Mais David a dit que c'était permis, » protesta Tyler. « David n'a pas le droit de prendre ce genre de décision tout seul, » expliqua Rachel. « Haley doit vivre avec moi, tout comme tu dois vivre avec ta maman. Mais en ce moment, ta maman doit parler à la police à propos des erreurs qu'elle a commises, » dit Rachel doucement. Les épaules de Tyler s'affaissèrent. « Alors,
Je vais où maintenant? Je ne peux pas rentrer chez moi, ajouta-t-il, la voix brisée. La détresse du garçon transperça le cœur de Rachel. Une décision prit forme en elle, soudaine, mais évidente. Inspecteur, dit-elle en se tournant vers Hart, est-ce possible que Tyler reste temporairement chez moi, au moins jusqu'à ce qu'une solution plus permanente soit trouvée? Hart, surpris, répondit, ce n'est pas la procédure habituelle, mademoiselle Bennett. En général, un placement d'urgence est organisé. Je comprends, répondit Rachel. Mais Tyler a déjà vécu trop de bouleversements. Il a créé un lien avec Haley. Le séparer d'elle maintenant, pour l'envoyer chez des inconnus, ce serait cruel. Andrea intervint. Il y a des vérifications à faire. Antécédents, inspection du domicile, approbation. Mais ces démarches peuvent être accélérées, non? J'ai un emploi stable, un foyer sûr. J'ai déjà été évalué pendant la procédure de garde contre David. Tous les dossiers sont disponibles. Après un échange de regards entre Hart et Andrea, cette dernière admit. Si Melissa donne son consentement pour une tutelle temporaire, cela pourrait effectivement faciliter les choses. Puis-je lui parler? Demanda Rachel. Elle est en cours d'interrogatoire, mais une brève entrevue pourrait être arrangée, répondit Hart. Une heure plus tard, Rachel se retrouva assise face à Melissa dans une salle d'interrogatoire. Celle qui lui avait semblé si bienveillante au parc paraissait brisée, les yeux rougis, les mains tremblantes. « Pourquoi avez-vous voulu me voir » murmura Melissa. « C'est à propos de Tyler. » À l'évocation du prénom de son fils, Melissa s'effondra. « Est-ce qu'il va bien? Ils ne veulent pas me dire où il est. »« Il est effrayé, confus. Il te cherche, » dit Rachel avec douceur. Des larmes roulèrent sur les joues de Melissa. « Je n'ai jamais voulu lui faire de mal. Je pensais, peu importe ce que je pensais, j'ai tout détruit. Tyler m'a dit que tu lui avais promis une sœur, que vous seriez une famille parfaite avec David. »« Oui, » répondit Melissa d'un ton morne. « Il m'a trouvé sur un forum de parents. Il semblait sincère, compréhensif. Il m'a dit que tu l'empêchais de voir sa fille, qu'il voulait juste reformer une vraie famille. Et j'ai voulu y croire. Tyler rêvait d'un frère ou d'une sœur. Son père nous a quittés avant sa naissance. J'ai voulu lui offrir cette chance. » Elle baissa les yeux, honteuse. « Ce n'est pas une excuse, je sais. J'ai commis un crime, et j'en paierai le prix. Quand je t'ai vu chez David, tu portais un foulard et des lunettes. Pourquoi? » Ce n'était pas moi, répondit-elle confuse. Je ne suis pas musulmane. C'était l'idée de David. Il avait peur qu'on me reconnaisse. Il m'a dit de le porter dans son quartier et de l'enlever seulement au cottage. Et sa voiture était garée chez lui, alors qu'il prétendait être en réunion. C'était prévu aussi? Oui. Il avait rendez-vous avec les faussaires pour nos documents. Ils sont venus le chercher en voiture pour qu'il ne sache pas où ils opéraient. Rachel la regarda dans les yeux. Tu as quand même choisi de prendre ma fille. Oui, et je ne me le pardonnerai jamais. Rachel inspira profondément. Je suis venu te demander une autorisation. J'aimerais accueillir Tyler chez moi, temporairement, pendant que tu assumes les conséquences légales. Les yeux de Melissa s'écarquillèrent. Après ce que je t'ai fait, tu veux t'occuper de mon fils? Ton erreur ne doit pas briser sa vie. Il est innocent. Il tient à LA, et les séparer ne ferait que leur faire plus de mal à tous les deux. Le visage de Melissa se transforma peu à peu, passant de l'incrédulité à une lueur d'espoir. Tu ferais ça pour lui? Pour nous? Pour lui surtout. Et oui, d'une certaine manière aussi pour toi. Chaque enfant mérite d'être aimé, peu importe les erreurs de ses parents. Les larmes recommencèrent à couler. Je ne mérite pas ta bonté. Ce n'est pas une question de mérite, c'est une question de besoin. Melissa hocha la tête. Oui, si on me le permet, je veux que tu prennes soin de lui. 2 heures plus tard, après une avalanche de papiers et quelques validations, Rachel conduisait chez elle avec 2 enfants endormis à l'arrière. Haley, attachée dans son siège, et Tyler, la tête contre la vitre, tenant toujours sa petite voiture. En traversant les rues silencieuses de Sekim, Rachel sentait le poids des derniers jours, mais aussi une paix nouvelle. Oui, la peur et la colère persistaient, mais quelque chose d'autre naissait en elle. Un sentiment de justesse, de responsabilité. Le monde n'était pas toujours juste. Les gens faisaient parfois des choix terribles. La justice serait rendue. David et Melissa paieraient pour leurs actes. Mais la miséricorde pouvait exister aux côtés de la justice. Rachel jeta un coup d'œil au miroir,
sa fille et ce petit garçon désormais sous sa garde. Tous deux innocents, tous deux en quête de stabilité et d'amour. Demain apporterait son lot de défis, procédures, ajustements, larmes, guérison. Mais ce soir, sous un ciel étoilé, Rachel ressentait une immense gratitude. Sa fille était saine et sauve. Un petit garçon avait trouvé un refuge. Et elle-même avait découvert une force insoupçonnée, celle de pardonner.